À la une ce soir, un mois sans tabac. Le défi lancé par les pouvoirs publics et relayé chez nous à partir de demain devrait permettre aux fumeurs d'abandonner la cigarette. Après 30 jours d'arrêt, les chances de stopper définitivement sont multipliées par 5. Coup de balai et coup de pinceau dans les cimetières à l'approche des illuminations de la Toussaint. Si certains attendent la fin du mois d'octobre pour donner un coup de neuf aux sépultures, les municipalités, elles, entretiennent les parties communes tout au long de l'année. Charlotte Gressier est la représentante locale désignée par La République En Marche, inconnue dans le paysage politique. Elle nous parlera de ses projets pour développer le parti chez nous. Halloween de plus en plus relayé chez nous, la fête d'origine irlandaise séduit petits et grands. Les magasins se mettent aux couleurs des films d'horreur et des soirées à thème sont proposées. Et puis nous vous présenterons Sillon dans notre JT des communes, une exposition de calebasses et de peintures à retrouver dans la galerie d'art de l'aéroport Aimé-Césaire. Nous avons rencontré l'artiste Adélaïde Corridus. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite dans les cimetières où des milliers de familles se rendront dans l'île afin d'illuminer les tombes de leurs disparus. Comme chaque année, les derniers jours du mois d'octobre ont servi au nettoyage des sépultures. En revanche, les allées principales et les abords des cimetières sont entretenus tout au long de l'année par les mairies. À Fort-de-France, par exemple, environ 10 personnes sont dédiées au nettoyage quotidien. Reportage de Jean-Marc Dabreux. À quelques heures de la Toussaint, c'est le rush pour les employés de la commune. La mission du jour, ramasser les détritus laissés par les usagers. Tout ça amassé. Au cimetière de la Joyau, la municipalité a fait appel à une entreprise privée pour le nettoyage des allées. L'objectif, c'est de mettre la Joyau propre, qui veut dire carchériser les tombes, les couloirs, les trottoirs, les rebords de tombes. À l'extérieur, les hommes du service peinture redonnent quelques couleurs à la clôture. Cette année, les travaux ont pris un peu de retard. Il y a eu les intempéries, il y a eu également cette grève là dont vous connaissez. Alors c'est ce qui a occasionné un peu de retard. Mais nous pensons terminer quand même assez rapidement. Rénovation des abords, des parties communes. La mission de la mairie s'arrête là. Chaque année, la ville de Fort-de-France consacre 120 000 € pour l'entretien et le fonctionnement de ces 6 cimetières. L'entretien, quel entretien? Ils font rien, ce sont les gens qui nettoient leur truc. Pas souvent. Mais là, ça va. Ça va là. Même ceux qui sont au fond là-bas, c'est bon. Chacun va entretenir le caveau familial au moment de la fête des morts, mais autrement, non, je ne trouve pas que ce soit très bien entretenu. La rénovation des tombes reste à la charge des propriétaires, une tâche que certains ont du mal à assumer. Cette concession, c'est peut-être le cas typique. Hein. On ne sait pas depuis combien de temps, effectivement, les choses ont été laissées un peu à l'abandon, mais on voit bien que vous avez non seulement une dégradation des bétons, mais également des herbes qui poussent un peu partout. Ça montre bien que depuis très longtemps, cette tombe n'a pas été entretenue. L'aspect général de ces lieux de sépulture, si observé à la période de la Toussaint, est donc l'affaire de tous. Arrêter de fumer pendant un mois, c'est le défi collectif lancé par l'ARS et qui devrait commencer dès demain. À partir de 30 jours, les chances d'abandonner la cigarette définitivement sont multipliées par 5 et c'est pour mieux aider les quelques 40 000 fumeurs recensés en Martinique à prendre soin de leur santé que le programme est relayé pour la 2e année consécutive chez nous. Explication d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël Rony. Chaque année, le tabac tue 73 000 personnes en France. Chez nous, 18% des 15-75 ans sont fumeurs. Comme les 3/4 d'entre eux, ceux croisés aujourd'hui souhaiteraient arrêter. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai commencé à fumer. Des fois, on a du mal à respirer, qu'on fait du sport. J'ai 50 ans, madame. 50 ans, j'ai commencé à fumer à l'armée, j'avais 19 ans. Je me rends compte, effectivement, j'avais qu'une envie, c'est de sortir de ma chambre et griller une petite. Je comptais à la base arrêter de fumer en arrivant, mais je pense que je vais reporter peut-être encore un peu. Même si on se dit on va juste fumer en soirée ou des trucs comme ça.
Et ben après, on rachète d'autres paquets et puis voilà, ça va très vite, quoi. En Martinique, on fume proportionnellement moins que dans l'Hexagone. Pourtant, le nombre de fumeurs chez nous a augmenté ces dernières années, 10% en 2010 et 15% en 2014. Pour tenter d'inverser la courbe, cet addictologue est formel. Passer un mois sans tabac augmenterait les chances de ne pas replonger. Et on sait qu'au bout d'un mois, en fait, on a 5 fois plus de chances de continuer, en fait, d'arrêter de fumer. C'est en fait comme un apprentissage. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire correctement. Et puis finalement, la fois d'après, on va faire attention à ça parce que justement, on sait que c'est comme ça qu'on a repris le tabac. On peut arrêter par exemple en équipe, par exemple on arrête entre collègues. S'il y a un collègue qui arrête, il y en a un autre qui s'identifie à ça. Le tabac ne tue pas systématiquement, mais les maladies cardiovasculaires par exemple qui en découlent sont nombreuses et souvent irréversibles. 2% de ceux qui tentent aujourd'hui d'arrêter de fumer se tournent désormais vers la cigarette électronique comme moyen de sevrage, bien qu'elle ne soit pas considérée comme un remède. Parce que quand on n'utilise que la cigarette électronique, on a arrêté de fumer. Il n'y a plus du tout de fumée. Il n'y a pas du tout de fumée en fait dans la cigarette électronique. Il y a ce qu'on appelle un brouillard en fait, comme un peu de la vapeur. Et donc ça limite, on va dire ça limite beaucoup les risques de santé. Après, il y a des traitements qui existent aussi, qui peuvent aider en fait, qui doublent ou triplent les chances d'arrêt du tabac. Donc il y a des traitements de substitution, comme on dit, nicotiniques, c'est-à-dire qu'on va prendre de la nicotine. Et l'arrêt sera beaucoup plus confortable. Dès demain, et pour renforcer l'action des spécialistes, la caravane de la campagne Un mois sans tabac sillonnera nos communes. Chaque jour, des solutions seront apportées à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Politique maintenant, le référent territorial de La République En Marche a été présenté à la presse ce matin. Elle s'appelle Charlotte Gressier, nommée pour 3 ans. C'est d'ailleurs notre invitée politique de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes inconnu du grand public, mais on a regardé quand même votre CV sur le net. On voit que vous vous présentez comme métissée indo-européenne née en Martinique, ayant vécu à Paris, Bruxelles, Versailles. Alors, dites-nous en plus, est-ce que vous vivez ici? Qui êtes-vous? Oui. Alors, pour faire court, je suis martiniquaise, je suis née à Fort-de-France, d'une mère indienne, née à Saint-Claude en Guadeloupe, et d'un père métropolitain, un hexagonal des Hauts-de-France, donc le Nord-Pas-de-Calais. Donc je suis martiniquaise, française, européenne. Vous vivez ici actuellement? Je vis en Martinique, oui, tout à fait. La maison familiale d'ailleurs est en Martinique également. Voilà, je fais partie en fait des Martiniquais qui sont partis après avoir suivi une scolarité pour ma part au séminaire collège, puis ensuite au lycée Bellevue, d'autres le lycée Schellcher, et qui, nourris de leur expérience, sont revenus au pays pour essayer de contribuer au développement économique de l'île où ils sont nés. Alors, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques martiniquais qui ont mouillé leur maillot pendant la campagne présidentielle et législative. Alors, certains, même au détriment de leur famille politique, on ne vous a pas du tout vu. Aujourd'hui, vous êtes présenté comme référent du mouvement En Marche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de leur avoir barré la route? Alors, pas du tout. Le coordinateur territorial, donc Jackie Le Courtillier, qui a amassé un travail énorme depuis plusieurs mois, effectivement, a dû faire face effectivement à des personnes qui n'avaient pas forcément des motivations sur l'intérêt supérieur de la Martinique, mais peut-être pour des préoccupations plus personnelles. Donc, si vous voulez, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir et de voir maintenant ce qu'on peut faire, puisqu'on est parti sur de bonnes bases, avec surtout un travail d'équipe qui ont chacun, donc chaque membre, une spécialité et qui correspond notamment aux priorités qui seront les nôtres dans le cadre notamment des assises, mais qui ne sont pas une finalité en soi. Votre nomination serait donc plus légitime que celle, par exemple, de Fred Lordino ou de Daniel Robin, selon vous? Alors, plus légitime, ça, c'est pas à moi d'en juger, puisque pour tout vous dire, il y a eu effectivement un recrutement assez féroce de plusieurs étapes au niveau national notamment, avec CV à l'appui, motivation. Enfin, c'était un vrai recrutement. Donc, c'est bien Paris qui a jugé de la légitimité de cette candidature. Et quand nous avons publié votre photo avec votre nouvelle mission sur le Facebook d'ATV, les commentaires ont tous été dans le même sens. Qui est-elle et pourquoi elle? Alors que répondez-vous aujourd'hui?
Écoutez, je pense qu'on a besoin de nouveautés, qu'encore une fois, je ne parle pas de moi, mais je suis vraiment représentative d'autres trentenaires qui sont de retour au pays et qui aimeraient vraiment pouvoir contribuer, parce qu'encore une fois, j'ai eu l'occasion d'organiser une conférence sur les régions ultrapériphériques, même si je n'aime pas trop ce terme-là, comme une chance pour l'Europe, quand je travaillais à Bruxelles dans un cabinet de lobbying qui défendait les intérêts de l'outre-mer. Et j'ai voulu montrer qu'effectivement, la Martinique en particulier est une chance pour l'Europe, et qu'elle peut apporter des solutions concrètes opérationnelles pensées dans l'intérêt général, au-delà de la seule image de cocotier-plage qu'on peut avoir. Voilà, c'est quelque chose que je supporte de moins en moins en temps de l'extérieur. Alors, comme vous, 7 nouveaux référents pour les territoires d'outre-mer ont été désignés par le parti présidentiel. Un mouvement qui revendique 380 000 adhérents, dont 1% dans les territoires ultramarins. Une grande marche outre-mer est d'ailleurs prévue courant 2018 pour faire le point sur la force politique du parti. Voyez tout de suite les présidents d'Arnaud Leroy, membre de la direction collégiale de La République En Marche, qui s'exprime face à la caméra d'Éric Dupuis. Pour ceux qui ont suivi l'avant présidentiel, on avait fait ça en France, donc un exercice assez conséquent qui avait déjà eu à l'époque une excroissance outre-mer, et on va faire ça dédié sur la question des outre-mer. Donc on est en train d'élaborer des questionnaires, de voir avec nos référents locaux comment on peut faire les décrochages pour qu'on ait un questionnaire qui corresponde à la Réunion, un autre à la Nouvelle-Calédonie, un autre pour la Martinique, Guadeloupe, voilà, pour qu'on puisse avoir des réponses et sur des vrais questionnements, voir comment on peut apporter des réponses concrètes aussi à ces territoires-là. Le mouvement En Marche est né association en avril 2016 pour propulser quelqu'un à la présidentielle. Aujourd'hui, on a des députés ultramarins En Marche, des sénateurs ultramarins En Marche, des grands élus, président de région, Aïcha Luce, pour ne pas le nommer. Voilà, on ne peut pas dire que ça ne prend pas. Pour un mouvement qui a 1 an, moi je suis plutôt... on a à construire, à consolider, ça je vous l'accorde. Donc ça c'est la feuille de route de nos référents qui devront travailler en bonne intelligence aussi avec des familles politiques locales qui n'ont pas nécessairement de décrochages nationaux en France hexagonale, pour qu'on apprenne à s'apprivoiser aussi mutuellement. Alors, il parle de députés En Marche, ce n'est pas valable en Martinique. Tout reste à construire. Aujourd'hui, combien de militants compte le parti? Environ 700. Vous avez aussi des comités locaux par commune, donc, qui ont été organisés par Jackie Lecourtier notamment, donc 6 qui ont été validés. 13 qui sont en cours de validation dans la mesure où l'idée est de partir sur de bonnes bases, comme je vous disais tout à l'heure. Alors comment vous vous positionnerez pour les prochaines échéances? C'est-à-dire, quelles échéances? Alors, par exemple, les municipales. Les municipales. Alors, évidemment, les municipales, il faut en parler et il faut s'y préparer dans la mesure où, et c'est une question de sérieux et de crédibilité, on a besoin d'une représentativité, ça paraît évident. Donc, parallèlement à notre travail, effectivement, nous préparerons les municipales. Ensuite, il s'agit de préparer en amont les assises, qui, comme je le disais tout à l'heure, ne seront pas une fin en soi, mais dont l'impact dépendra de l'impact qu'on voudra bien lui donner, en essayant de fédérer les bonnes volontés locales, nationales et pourquoi pas européennes. Alors, vous avez été présenté à la presse ce matin, je le disais, un visage inconnu pour bon nombre de Martiniquais, mais qui devrait permettre de souffler un vent nouveau dans la classe politique locale. Voyez tout de suite ce reportage de Louis Sabas. Nouveau visage sur l'échiquier politique local. Charlotte Grissier est désormais le référent de La République En Marche chez nous. Une désignation pour remettre un peu d'ordre dans la maison LREM Martinique après l'épisode des élections présidentielles où une multitude de voix s'élevant au nom du parti est venue perturber la campagne électorale. C'était de remettre un petit peu les choses claires vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de la population, afin qu'on puisse être audible. Aujourd'hui, on était totalement inaudible. Tout le monde parlait, tout le monde enfin, pas tout le monde, mais plusieurs personnes ont eu les postes de référents. Ensuite, d'autres se sont attribués ces postes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je crois que les choses sont claires, nettes, et je pense que c'est une très bonne chose et qui va donner une crédibilité en Marche Martinique. Mathieu Gama, Éric Copette, Chantal Maignan ou Fred Lordino, aucun de ses alliés d'hier n'était invité à la conférence de presse donnée ce matin. Selon le coordinateur territorial d'En Marche, il n'y a pas de conflit à y voir. Pas du tout de problème. Chantal Maignan a été candidate. Elle est aujourd'hui En Marche. Elle a un comité au Robert. Et M. Lordino n'est pas En Marche. M. Lordino est un défenseur farouche
du président de la République, mais il n'a jamais fait la démarche d'adhérer en marche. C'est une volonté personnelle, mais ce qui n'empêche nous sommes totalement en phase avec lui et on n'a aucun problème, si vous voulez, de ce côté-là. Pourtant, la nomination de Charlotte Grissier fait bondir le membre fondateur de Convergence Martinique. Celui dont le soutien à Emmanuel Macron a coûté sa place au PPM ne cache pas son amertume. C'est une démarche que je n'approuve pas, puisque nous, Convergence Progressiste Martinique, un collectif que nous avons créé avec beaucoup de personnes qui ont soutenu Emmanuel Macron, nous estimons que nous ne devons pas être dans une logique d'assistanat, d'assimilation ou de soumission. Nous sommes dans une logique de responsabilité, une logique d'émancipation et une logique qui doit faire de souveraineté. Donc, pour nous, les dirigeants des partis martiniquais doivent être désignés par les Martiniquais eux-mêmes. Même déception pour cet autre marcheur engagé. Les modalités de désignation se font par effectivement, on ne sait pas qui ni comment d'ailleurs au niveau national, et qu'il aurait été important pour les militants localement de pouvoir s'exprimer. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est à faire évoluer au niveau de la République en marche. La réalité c'est qu'aujourd'hui nous apprenons par la presse la désignation de notre représentante locale. Charlotte Grissier et le comité de pilotage de LREM Martinique sont élus pour 3 ans, avec un parti à construire. Parmi les priorités, l'organisation des assises de l'outre-mer et les élections municipales de 2020. Alors que pensez-vous de la réaction des élus qui regrettent que ce ne soit pas les Martiniquais qui aient pu choisir leurs référents ? Parce qu'au niveau des référents, ce sont les comités locaux par commune qui avaient la possibilité, c'était la procédure en fait, de présenter 2 candidats, un homme et une femme. Donc c'est ce qui a été fait, ce qui a été mis en place. Et ensuite, mais la désignation vient de Paris, donc eux, ils regrettent le fait que ça vienne tout droit de Paris. Non, pas tout droit de Paris, puisque ce sont les comités par commune, donc des villes ici, en Martinique, qui ont proposé 2 candidats, hommes ou femmes. Ensuite, ces candidatures sont remontées, où effectivement, il fallait non pas une légitimité que par, par ego ou par... c'était par rapport à des compétences, mais aussi un vrai engagement, si vous voulez, au niveau national, et qui reposait, comme je vous disais, sur un recrutement. Chaque commune avait un représentant à présenter ? Chaque commune, en fait, a un comité local et chaque comité local est, alors supervisé, c'est un grand mot, est animé par un animateur local. Donc cet animateur, au cours de ces réunions organisées, parmi les adhérents, va proposer des personnes qui s'engagent à défendre les valeurs de la République en marche. Voilà. Donc chaque comité, comme je vous disais, a remonté. Mais ils sont très discrets, on n'en entend jamais parler de ces comités. Ces comités, pourtant, ils s'organisent. C'est vrai qu'effectivement, il a fallu aussi revoir certaines choses. Nous allons d'ailleurs faire un travail aussi de voir exactement qui fait partie de ces comités, non pas de façon inquisitrice, mais pour comprendre quelles sont les réelles motivations des personnes qui s'engagent, pour être sûr de la défense des intérêts supérieurs de la Martinique afin de défendre des intérêts plus personnels. Alors justement, quels sont vos rapports avec Daniel Robin, Fred Lordino que nous venons de voir ? Alors ce sont des gens que je connais. Concrètement, Daniel Robin, j'ai surtout un souvenir de lui qui venait chercher ses enfants au séminaire collège. Voilà le rapport que j'ai eu. Et puis éventuellement, je pense l'avoir croisé aussi lorsque j'ai fait un stage à ATV quand j'avais 18 ans. D'accord, voilà. Mais au niveau politique, vous ne vous êtes pas côtoyés du tout ? Non. D'accord. Mais bon, ça reste ouvert, puisque, encore une fois, c'est vrai que ça paraît politicien, parce qu'on est tellement habitué, en fait, à l'hypocrisie, si vous voulez, qu'effectivement, quand on arrive tout neuf et qu'on dit qu'on est prêt à écouter les personnes qui étaient là aussi avant, qui ont pu contribuer, etc., il ne s'agit pas de passer la main sur eux, bien évidemment. On ne sera pas méprisant. On est prêt à rencontrer toutes les bonnes volontés, et j'insiste là-dessus, quel que soit l'horizon politique, social, c'est tout martiniquais. Donc Daniel Robin, Fred Lordino, évidemment, la moindre des choses, c'est de les rencontrer. Et d'ailleurs, vous auriez peut-être pu les rencontrer quand ils faisaient campagne pour la présidentielle. Vous étiez où ?
Moi, j'étais en Martinique. Eux n'étaient pas forcément en Martinique, d'ailleurs. Non, mais pendant la campagne, si, ils militaient beaucoup pour, oui, ils ont beaucoup milité, Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Donc, vous étiez où pour ne pas les avoir rencontrés? Moi, j'étais en train de développer, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est un projet d'envergure, un laboratoire historique sur l'histoire de la Martinique qui soit ouvert sur le monde et justement qui puisse lutter contre ces conflits qui n'apportent rien. Donc, si vous voulez, c'est une démarche... Vous n'étiez pas en campagne, c'est ça? Ah non, je n'étais pas en campagne. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que comme vous, comme beaucoup de gens, j'ai été très déçue par les partis politiques en général. J'ai jamais aimé les étiquettes. J'ai jamais été séduite par aucun discours politique, jusqu'à ce que j'ai entendu, et à la source, je veux dire de manière directe et sans passer par les commentaires ou commentaires de commentaires, les discours directs du président de la République, Emmanuel Macron. Et je vous avoue que, ayant côtoyé les hautes sphères politiques et sachant comme c'est compliqué, complexe, et que vous avez aussi beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, j'étais heureuse d'entendre un espoir, qui était l'espoir d'une écoute. Donc c'est tout récent tout ça, hein, tout cet amour pour le mouvement En Marche? Non. Pour En Marche, oui. Oui, je l'assume totalement. Et ça ne donne pas un peu l'impression d'être parachuté, un amour tout soudain pour le mouvement En Marche et vous êtes soudainement référent? Alors, pas pour moi, parce que si vous voulez, en écoutant attentivement le discours du président de la République lors de la conférence des régions ultra-périphériques, je me suis dit, mais en fait, ça fait 10 ans qu'on avait organisé cette conférence à Bruxelles pour montrer aux fonctionnaires européens, notamment ceux des nouveaux pays entrants, c'est-à-dire de l'Est européen, que l'outre-mer n'était pas un caillou dans une chaussure, mais qu'on pouvait apporter quelque chose. Et quand j'ai entendu Emmanuel Macron reprendre les atouts, le laboratoire d'observation des catastrophes naturelles, la plus grande surface maritime au monde, futur réservoir de nourriture et de plancton nécessaires à la vie, le pas de tir de Kourou en Guyane. Je me suis dit, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, et je n'y ai presque pas cru. Et il a fallu que je m'en remette pour tout vous dire, en me disant, mais finalement, nous, ça fait 10 ans qu'on a organisé l'événement, j'entends quelque chose, il faut déjà que je prenne le temps de comprendre que c'est bien ce que j'ai entendu. Donc, alors, voilà. La logique du mouvement En Marche de mettre en avant des personnes de la société civile est respectée finalement avec vous. Est-ce que vous pensez que vous avez les armes nécessaires pour fédérer? Oui, je pense qu'il faut déjà un courage politique, c'est-à-dire d'assumer, de faire les choses, de fédérer et d'avoir le sentiment aussi de pouvoir vraiment écouter les gens. Alors c'est vrai que quand on dit ça, écouter les gens, ça paraît encore politicien, mais ça me paraît la base. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, même avant de tenter donc cette aventure politique. Donc il y a à la fois les compétences, mais aussi il y a l'humanité. Je pense qu'on peut combiner empathie et fermeté. En tout cas, ça sera la méthode de la République En Marche Martinique. Et aussi, alors j'aime pas du tout le mot transgénérationnel, mais effectivement de savoir qu'on a des gens de la société civile qui sont, alors jeunes et moins jeunes, on n'ose pas dire âgés parce que ça ne se dit pas, mais des gens donc jeunes et d'autres d'expérience, je pense que c'est une bonne chose, en sachant aussi, parce que je n'ai pas la vérité infuse, que je suis entourée de personnes qui ont leur propre spécialité, qui savent de quoi ils parlent, et lors des interventions que nous voudrons efficaces à l'avenir, il est tout à fait possible que ces personnes parlent à ma place pour des sujets qui sont en fait leur cœur de métier et de compétences. Est-ce que vous pensez travailler avec les politiques qui seraient plus hypocrites, comme vous aviez dit, ou qui travaillent, semblerait-il, pour leurs égos? Est-ce que vous allez les mettre de côté et puis travailler avec que des personnes inconnues? Oui, alors l'hypocrisie, je ne vise personne en particulier. Je parle des institutions politiques. C'est vrai que parfois, vous pouvez avoir cette impression-là. Mais lucide de ces dysfonctionnements et qu'aussi la Martinique peut apporter des choses, l'idée, c'est de pouvoir rencontrer tout le monde, en particulier pour faire un diagnostic très précis des besoins des Martiniquais. Donc, il y a des choses que l'on ignore. On doit aller sur le terrain donc, pour faire remonter des informations depuis la base, pour ensuite d'ailleurs pouvoir faire des réajustements nécessaires, parce qu'il y aura des réajustements à faire, il y a une singularité, des spécificités de la Martinique. Et pour ça, il va falloir rencontrer les institutions politiques, économiques, les bonnes volontés, et évidemment ceux qui voudront bien aussi nous rencontrer, puisque bon, c'est toujours plus compliqué que ça. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
Il n'y aura pas de session extraordinaire du comité syndical au sein du PNM. C'est la réponse de Louis Boutrin à la demande de 26 membres du comité. Le président a expliqué par courrier que parmi les 26 signatures figurait celle de Michael Gobalsamy, présenté en tant que représentant de la ville de Saint-Pierre, mais qui n'aurait pas officiellement été désigné en tant que tel par son conseil municipal, un défaut qui invalide la demande. Attention, une disparition inquiétante est relayée par les autorités de Sainte-Lucie a été signalée par le CROSAG. 3 personnes à bord d'un navire à moteur, dont un Martiniquais, n'ont plus donné signe de vie depuis le 27 octobre dernier. Selon les témoignages recueillis par le CROSAG, le navire Tentation avait vraisemblablement rendez-vous avec un autre navire au large de Sainte-Lucie. Des recherches ont été engagées par le Dragon 972, mais sans résultat. Il est demandé à toute personne disposant d'informations sur le navire Tentation ou ses passagers de les transmettre sans délai au CROSAG joignable par VHF ou sur le canal 16 ou par téléphone au 196. Direction la Guadeloupe, qui, comme chez nous, bénéficiera cette année de plus d'escales, de paquebots, de croisières en raison des détournements de ceux prévus à Saint-Martin. La ville de Sainte-Anne profitera de l'occasion pour se démarquer. Un accueil particulier des futurs croisiéristes est déjà en cours de préparation. Voyez ce reportage de Karen Diama. Musique, spécialité antillaise. C'est un accueil personnalisé qu'ont reçu ces croisiéristes latino-américains. Estamos encantadísimos con esta isla, con este mar, con poder tener la maravilla de poder encontrar la unión de los dos océanos, que nosotros en Argentina lo tenemos en el fin del mundo, lo cual significa Ushuaia en Argentina, y ustedes lo tienen acá. Elle dit qu'elle vient d'Argentine et elle est en croisière. Et elle est bien contente de son séjour en Guadeloupe, sur le tutoie Sainte-Anne. Et elle dit qu'elle a des plages merveilleuses aussi, des plages merveilleuses, et qu'il n'y a pas de plages aussi merveilleuses qu'en Argentine. Tout a été pensé par la municipalité pour que les atouts de la ville balnéaire soient mis en avant. Les croisiéristes, c'est une journée, il faut choisir un lieu. Bon, les lieux les plus prisés, c'est Sainte-Anne, la plage. Au-delà de cela, il y aura aussi un accueil musical. Il faut tout de suite montrer ce qu'est une des facettes de la musique de la Guadeloupe, c'est-à-dire le gros cas. Nous avons aussi prévu la sécurité. Nous sommes en étroite collaboration avec la gendarmerie, notre police municipale, en étroite collaboration avec la gendarmerie pour pouvoir assurer la sécurité des croisiéristes, d'une manière générale, assurer la sécurité de nos concitoyens. En pleine saison touristique, la politique de la ville permettra d'accueillir au mieux les visiteurs. Ça veut dire aussi que nous souhaitons que nos acteurs s'organisent. Et je dis que c'est une facette du tourisme, les croisiéristes. Mais je le répète, les croisiéristes il faut qu'il y ait un appel pour qu'ils puissent revenir avec un séjour plus long. Et c'est à ce moment-là aussi que derrière, donc c'est une mutualisation. Donc fondamentalement, nous voulons valoriser notre territoire. Première escale réussie pour la ville de Sainte-Anne et les 120 croisiéristes. 1270 apprentis en 2012 contre 800 en 2016. Ce sont les chiffres alarmants qui ont été révélés en Martinique par la CCIM. Pour trouver une solution rapide, Philippe Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie, a réuni le MEDEF, la Fédération des très petites entreprises et la Confédération des petites et moyennes entreprises autour d'une table pour trouver des solutions et surtout pour encourager le recrutement des jeunes dans l'apprentissage. Voyez les précisions recueillies par José Lecherti. Tout le monde dit que le CFA, l'alternance plus précisément, c'est une voie de garage, alors que pas du tout. Ça nous donne notamment une expérience professionnelle, ça nous permet de voir comment ça se passe dans l'entreprise. Et concernant mon tuteur, je suis super bien accompagnée. Le centre de formation, mais de nombreux formateurs compétents pour nous aider à réussir. Je suis sortie de ce cursus. Effectivement, j'ai commencé il y a 18 ans dans le groupe. Pour voir les jeunes arriver aujourd'hui, ils ont un suivi, ils ont des formations, ils ont un tuteur, donc tuteur qui est lui-même formé. Il y a un problème d'image sur l'apprentissage et ce travail d'image, nous devons tout faire pour changer cette image un peu négative de voie de garage, de solutions ouvertes à ceux qui n'ont pas réussi dans le circuit scolaire normal. L'objectif de la table ronde, c'était d'interroger les entrepreneurs sur les raisons pour lesquelles
ils étaient réticents à prendre des apprentis, ou alors les raisons pour lesquelles ils prenaient des apprentis. Il y a eu des informations qu'il nous faut prendre en compte sur la nécessaire mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Autant de sujets qui vont nous occuper dans les semaines qui viennent. Dans un premier temps, ce que nous allons faire à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, c'est travailler sur le tutorat pour aider les entreprises à trouver des tuteurs au sein de leurs équipes, former ces tuteurs pour que ce frein qui existe aussi soit levé, pour que nous arrivions enfin à augmenter le nombre d'apprentis cette année. Et puisque nous parlons des jeunes, intéressons-nous maintenant à Halloween, cette fête qu'ils sont de plus en plus nombreux à adopter chez nous. D'origine irlandaise, elle s'est exportée au Canada puis aux États-Unis où elle a bénéficié d'une large publicité, notamment à travers les films. La tradition de se faire peur le 31 octobre se démocratise donc de plus en plus chez nous, comme on peut le constater aujourd'hui Alizé Lutran et Guéra Felroné. Stella est maman de 2 jeunes enfants. Comme chaque année, elle réalise leurs costumes. Pour la fête de ce soir, elle est venue dénicher les derniers accessoires pour parfaire leur déguisement. Dans la famille, Halloween, c'est sacré. La petite, je lui ai fait une grande robe de Madame Dracula avec une grande cape noire qu'elle ramène sur la tête, puis des petites araignées un peu de partout. Voilà, puis un petit maquillage. Là, on est venu acheter les dents ici. C'est vraiment la fête du quartier. Tous les enfants se déguisent et vont passer de maison en maison, récupérer des bonbons auprès des parents qui sont déjà préparés en fait. Puis après, c'est l'occasion, nous, entre voisins, de se retrouver et de passer un bon moment. Halloween, l'occasion de faire la fête, grimée le temps d'une soirée en créatures macabres. Depuis quelques années, avec l'explosion de séries américaines mettant en scène des morts vivants ou autres vampires, les costumes ont évolué. Dans ce magasin de déguisement, les rayons ont très tôt été dévalisés. De plus en plus, les gens fêtent Halloween, et notamment aussi sur les enfants maintenant dans les immeubles. Donc on vend beaucoup de seaux pour les bonbons. Voilà, on a aussi un rayon bonbons Halloween, malheureusement qui est rupture de stock aussi. Halloween maintenant a bien pris sa place dans les fêtes de l'année. Des zombies et autres créatures qui se rendront peut-être ce soir dans l'une des nombreuses soirées organisées autour du thème chez nous, comme au Cosmo, à Rivière-Salée. C'est la première fois que la boîte de nuit organise un événement dédié. Emmanuel a fait venir la décoration spécialement de l'Hexagone et attend pas moins de 600 personnes. De plus en plus, les gens sont demandeurs et cette année, on a décidé justement de faire les choses en grand. Donc de faire une soirée à thème avec une décoration, des jeux et tout. En fait, on a joué sur le thème de ça, le film qui est au cinéma actuellement. Et la soirée s'appelle donc Ça va Wine et à Zombieland. Enfants ou adultes, ce soir, tous les monstres seront de sortie. Attention, parmi eux, vous pourriez également croiser d'autres types de créatures. Allez, on se rapproche un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à l'aéroport Aimé Césaire qui accueille en ce moment l'exposition Sillon. Des calebasses travaillées, des peintures qui retracent notre histoire depuis l'Afrique jusqu'à chez nous. L'artiste Adélaïde Corinus, qui a longtemps été esthéticienne, a réussi sa transition vers sa nouvelle vie et Hubert Bornil et Michelet François vous la présentent. Regardez. Peinture, art de la table, décoration. Adélaïde Corinus nous propose Sillon, sillon de sa mémoire. La femme se cherche à travers son histoire, l'histoire de nos contemporains depuis l'Afrique, depuis cette histoire amérindienne. Voici son expo. Avant de toucher à la matière, Adélaïde a été d'abord esthéticienne durant 50 ans. Comme quoi déjà à l'époque, elle aimait les choses bien faites. Et c'est la rencontre avec celui qu'elle appelle son maître d'art qui révéla en elle la sensibilité de l'artiste. J'ai toujours été très proche de la calebasse parce que dans mon enfance, mes parents avaient une propriété au Carbet. C'était pas très loin de chez Naisson et il y avait des rues Cazenègre. Et il y avait encore des personnes âgées qui étaient là, qui, à l'extérieur, nettoyaient la calebasse. D'ailleurs, à cette époque, ils nettoyaient avec un tesson de bouteille. Et ils disaient aussi des choses qui n'étaient pas très vraies, comme « au attrapé chanca, pas machin, à calebasse ». Aujourd'hui, peut-être qu'on a d'autres interprétations par rapport à ça. Sillon, c'est le thème de l'exposition, comme pour dire trace, voyage, chemin. Je pense que c'est ça. Qu'on le veuille ou non, nous avons un lien.
nous traçons des sillons de vie que nous laissons aussi, que nous transmettons, puisque là, je suis dans les sillons des Amérindiens. La calebasse, c'est un patrimoine que nous a légué les Amérindiens. À travers ses œuvres en calebasse, comme dans sa peinture, elle exprime ses interrogations. Qui suis-je? Qui sont mes ancêtres? La notion du passé revêt une grande importance pour Adélaïde Corynus. Un travail très fin, c'est une gravure que j'aime bien. Étant donné que je suis artiste peintre moi-même, je sais ce que c'est que le travail d'une œuvre comme ça, c'est magnifique. Ce sillon de vie qui était enfoui en moi, qui est remonté, et puis il y a eu aussi Confluence. Confluence où on avait fait un projet de développement pour la Martinique, toutes chambres confondues, et je me suis toujours dit que puisque ça n'avait pas été utilisé, un jour, quand j'aurai du temps, je ferai un travail artistique pour montrer toutes les possibilités, en tous les cas, de ce que je pourrais léguer, donner, partager. Des questions et de l'art à fleur de peau, c'est le sillon d'Adélaïde qui creuse encore et encore. Sillon, galerie d'art de l'aéroport, c'est jusqu'au 15 décembre à visiter. C'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque pays. A tout de suite.